Ok, ouais, donc on a été reçu de manière neutre, mais cordiale. Alors, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est que ces états généraux de la bioéthique, à quoi ça sert, qui a lancé ça et quel intérêt on a, en fait, nous, à y être, hein. Oui, en effet, le point de départ de cette audition, évidemment, c'est tout ça. Depuis 1993, la France s'est dotée d'un ensemble de lois qui sont appelées lois de bioéthique pour traiter des technologies qui, à l'époque, étaient de vraiment nouvelles technologies dans le domaine des sciences du vivant et de la santé. C'est inscrit dans la loi toutes les 7 ans la loi doit être révisée. Et donc, 5 ans avant la précédente loi, il y a une obligation de lancer ce qui est appelé donc des états généraux de la bioéthique, donc un grand débat national qui se traduit par tout un ensemble de rapports et puis qui ensuite sont communiqués aux parlementaires qui se saisissent à leur tour de tout ça et qui doivent à nouveau légiférer pour mettre à jour ces lois. Donc la totalité du processus doit durer approximativement 2 ans entre le début des États généraux et la fin du vote de la nouvelle loi. Ces lois balaient des champs de plus en plus vastes parce qu'évidemment, les années passant, les nouvelles technologies touchent à des aspects très différents. Bon, depuis longtemps, on s'intéresse à la procréation médicale assistée, enfin à la procréation en général, et manière dont les technologies font évoluer les modes de procréation à la recherche, notamment sur l'embryon, la recherche également sur les gamètes, la recherche sur les cellules souches, la recherche sur la possibilité d'hybrider ou pas des animaux et des humains, ne serait-ce qu'au niveau de la recherche pure, hein. Il est évidemment, enfin, c'est une décision bioéthique, raison de dire. On ne se permet pas de faire naître des animaux ou des humains qui seraient hybridés avec des animaux, hein, comme dans l'île du docteur Moreau, si ça rappelle quelque chose à quelqu'un. Voilà, il y a des décisions, la loi s'est imposée sur tous ces aspects. Mais pour les nouveaux états généraux de la bioéthique, d'abord le débat a été à nouveau confié au CCNE, donc au Comité consultatif national d'éthique, ça n'a pas toujours été le cas. Le CCNE a mis en avant une dizaine de points spécifiques dans lesquels sont susceptibles d'intervenir d'abord les grandes institutions médicales et de santé et de la recherche médicale, mais également toutes sortes d'acteurs, notamment des associations. Quand je le disais, déjà le CCNE, il y a de représenter des représentants d'associations, par exemple de patients. Mais ça ne s'arrête pas à cela. N'importe qui peut demander à s'exprimer dans ce cadre-là. Et donc, bien, puisque nous suivons ces processus maintenant depuis longtemps, nous sommes inscrits, mais encore une fois, cette fois-ci, on n'a même pas eu besoin d'aller demander. Ils sont venus nous demander une audition. Euh, Cela dit, je précise encore une chose qui me semble importante. Euh, Toute la première année, l'ensemble du processus est uniquement consultatif. C'est-à-dire que les parlementaires ensuite sont complètement libres de tenir compte ou de ne pas tenir compte éventuellement du tout des rapports qui vont leur être remontés. Et je peux aussi préciser que, par exemple, dans les auditions continue en ce moment même à faire passer le CCNE, il va y avoir entre 150 et 200 organisations consultées. Le poids d'une association comme l'Association française transhumaniste, là au milieu, c'est relativement peu, on peut dire, d'un côté. D'un autre côté, je pense que c'est une voie tout à fait originale, hein, qui sonne différemment au milieu de la chorale de toutes les autres. Et donc, je pense qu'elle est entendue. Alors, elle peut être Hmm. entendue pour être repoussée, mais elle est entendue. Il y a un Et effet de contraste, ça fait un effet de contraste alors, hein. oui, je pense.
Voilà, c'est pour nous à la fois important pour le fond, pour les idées que nous soutenons, dont on va parler maintenant, et à la fois important pour l'aspect un peu caisse de résonance que peuvent avoir ces auditions. Oui, je peux dire également que ces 25 personnes qui étaient présentes, elles passent pas leur temps à lire des textes transhumanistes. Donc, on peut espérer, mais pas toutes, bon, j'ai parlé de Alain Claes tout à l'heure, et certains d'entre eux se seront posé la question, seront allés regarder notre site ou auront lu quelques livres, quelques articles, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Et donc, pour nous, là, c'est vraiment l'occasion de nous faire entendre. Et puis, là, c'est vraiment l'Association française transhumaniste qui parle. C'est pas un intermédiaire quelconque, un chercheur, un journaliste ou quoi que ce soit qui rapporte ou qui interprète ce que des transhumanistes disent. Là, c'est vraiment l'AFT qui parle. Donc tout ça me paraissait tout à fait positif. Alors voilà, maintenant on peut en arriver à de quoi est-ce que nous avons parlé plus précisément, si tu veux. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, merci pour ces précisions. Ça remet bien dans le contexte un petit peu. Et puis le poids, et parfois, bah, on n'est pas très nombreux, on est très minoritaire dans le paysage, mais justement, on peut faire contraste. Et parce qu'il y a aussi une vraie force et une vraie puissance de fond, en fait, implicite, sourde du transhumanisme dans les sociétés. C'est un peu ce que disait Jorion d'ailleurs, hein. Dans certaines sociétés asiatiques, il n'y a même pas d'association transhumaniste puisque le transhumanisme est un petit peu la pensée ou la philosophie évidente de base de ces sociétés. Mais Mhm. là, chez nous, c'est pas ça. En France, on a une tradition, disons, qu'on connaît bien, hein, que nous, parfois, on qualifie de conservatrice ou de bioconservatrice, mais sans forcément d'ailleurs que ce soit une injure. Hein. Mais en tout cas, là, voilà, on a pu faire contraste et c'est très bien. Alors, bah, justement, qu'est-ce qu'on a pu qu'est-ce que tu es allé dire là-bas? Quels sont les points que tu as mis en avant un petit peu? Donc le CCNE, de manière un peu formelle, demandait deux choses. Bon, d'abord, il nous demandait une présentation générale de l'organisation, de l'association française. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, hein. On a donné un certain nombre d'éléments formels. Et ensuite, il nous demandait d'une part de leur dire si par rapport à leurs 10 points par défaut, qu'ils avaient mis eux en avant, s'il y avait d'autres idées que notre organisation souhaitait rajouter. Alors, on ne s'est pas fait prier, en effet, on avait réfléchi, hein, discuté entre nous, écrit, travaillé de manière collaborative et abouti à un texte dans lequel on présentait 3 points, 3 idées qu'on souhaitait rajouter au débat. Et ensuite, ils nous demandaient, alors parmi les 10 points que eux avaient mis en avant, donc sur quoi est-ce qu'on souhaitait insister. Donc voilà, je vais te proposer de rappeler rapidement ça, puis tu me diras, enfin, s'il y a des choses qui te paraissent obscures ou quoi que ce soit, qui demandent des précisions, Mhm. on pourra y revenir. Euh, Ouais, ok, super. donc voilà, dans les 3 points en question, la première chose que nous, on a souhaité rappeler, parce qu'on en avait déjà parlé il y a 7 ans, on a rappelé l'idée que nous considérons, l'AFT considère que l'interprétation du principe de précaution tel qu'il a été inscrit dans la Constitution française est devenu problématique. Et donc, nous demandons que soit réouvert la discussion autour de ce principe. C'est une loi constitutionnelle, mais c'est une loi comme une autre, donc elle peut être modifiée par le Parlement. Donc, il nous semble que on devrait en modifier les termes, voire même l'expression, peut-être l'expression principe de précaution est devenu trop figée ou trop restrictive. Parce que notre sentiment, c'est que dans la pratique, alors que à l'origine, Didier Kernel, qui était avec moi, l'a clairement rappelé d'ailleurs, à l'origine, c'était presque un principe qui se voulait de proaction, dont il disait, notamment dans le cadre environnemental, parce que c'est dans ce cadre-là, il faut le rappeler qu'il a été pensé, Mhm. qu'il était question d'anticiper par l'action des risques. Eh bien, une fois qu'on l'a inscrit de manière globale et quand il est appliqué dans le domaine de la recherche ou dans le domaine médical, eh bien, ça devient un principe de non-action. On ne sait pas donc
on n'agit pas. Et d'ailleurs, avec parfois des discours qu'on en a pointé, on a relevé régulièrement, qui sont comment dire, des principes qui se mordent la queue, c'est-à-dire que on n'agit pas, donc on ne peut pas savoir, donc on ne sait pas, donc on n'agit pas. Il ne faut pas faire de recherche sur tel aspect parce qu'on ne sait pas. Comme il fallait que le savoir précède la recherche. Donc voilà, on a essayé de mettre en avant ce type d'argument. Je dirais que donc, on a eu des questions pour nous demander de préciser notre interprétation de ce principe de précaution. Donc ça nous a amené à préciser, donc par exemple la référence au fait que ça avait d'abord été pensé dans le cadre de l'écologisme et pas du tout pour des questions de santé ou de recherche médicale. Euh, donc, bon, mais on a répondu à cet aspect-là. On a fait valoir qu'on pourrait essayer d'exprimer ça en d'autres termes, plutôt que de parler de précaution, parce que à travers cette idée de précaution, on s'enferme, nous semble-t-il, dans une idée que, voilà, il faudrait une certitude dans la science qui soit vraiment absolue et que finalement on renonce au risque. On se cache ou on prétend atteindre un risque zéro. On a rappelé, on a mis en avant par exemple c'est pas une anecdote, mais enfin l'accident mortel qui était survenu il y a quelques années à Rennes dans le cadre d'un essai clinique où un volontaire sain, non malade, donc, était décédé après le test d'une substance médicale. Euh, et ce qu'on a mis en avant, ce qu'on a rappelé, c'est qu'à ce moment-là, la ministre de l'époque de la Santé euh, avait considéré que c'était absolument intolérable, absolument anormal. C'est-à-dire qu'elle sous-entendait qu'il devait y avoir eu un risque zéro. Il n'aurait pas dû y avoir cette prise de risque. On ne pouvait pas accepter qu'un un volontaire décède dans le cadre d'un test clinique. Et on a pointé ça en indiquant que c'était, d'un point de vue scientifique, absurde. Alors, je peux dire aussi que de ce point de vue-là, en fait, la majorité des personnes qu'on avait en face de nous est allée un tant soit peu dans notre direction, parce que quand on a rappelé cet exemple donc, politique, en référence aux politiques, il y a eu plusieurs personnes qui ont enfin, un peu bougonné en lançant des réactions dans le genre, oui, mais en gros, mais les politiques n'y connaissent rien, ce genre de discours. Et donc, au contraire, entérinant qu'évidemment, le risque zéro ne peut pas exister. Euh, voilà, nous savons qu'il y a différents scientifiques qui sont très critiques sur l'application du principe de précaution tel que c'est concrètement réalisé en France. Euh, Hmm. voilà, on sait bien qu'on n'est pas tout seul sur ce point-là. Maintenant, est-ce que là aussi, ça ira jusqu'à faire bouger le Parlement? Ça, c'est pas gagné. Ouais. Voilà le D'ailleurs, tour de c'est rôle. bizarre cette affaire parce que là, tu rappelais que, bah, évidemment, qu'on ne peut pas avoir un risque zéro a priori ou une connaissance qui précéderait la recherche avec les risques associés et les incertitudes. Et d'un autre côté, il y a cette idée que peut-être les dommages ou les fatalités actuelles seraient plus tolérable que d'éventuels risques, même très contrôlés et minimes, qui pourraient faire progresser la recherche et les bénéfices attendus. Mais là-dessus, justement, alors à la fois, est-ce que tu es allé jusqu'à citer, je ne sais pas, le principe de proaction de Max More ou tu as été plus prudent? Et puis tu as dû le décliner, parce que tu parlais de challenge vaccinaux et tout ça, ça a dû directement s'articuler avec ce point-là aussi, non? Alors ça, c'était le point suivant. Alors en effet, hein, on a parlé de principe de proaction en contrepartie de principe de précaution pour bien placer le débat. Mais après, bon, on n'est pas rentré davantage dans les détails au moment où on parlait du principe de précaution, ou plutôt de notre mise en question du principe de précaution. Par contre, oui, on a été amené à détailler les choses en abordant d'autres aspects.
Donc, en effet, un des points qu'on proposait de rajouter était cet aspect, celui-là, mais dans le cadre de ce nous, on appelle l'idée de l'auto-expérimentation ou encore l'expérimentation volontaire. En effet, c'est tout à fait proche, hein. Quand on accepte de participer à un essai clinique, on est dans une situation d'expérimentation volontaire. Sauf que, en tant que bon transhumaniste, si je puis dire, ce sur quoi nous avons insisté, c'est sur l'idée qu'il y a des personnes, non seulement qui seraient prêtes à expérimenter sur elles-mêmes, mais qui le font même dans un cadre non médical. Et c'est là où il y a une différence, enfin, où les transhumanistes portent une différence, parce que jusqu'à présent, la seule possibilité de participer à ce type de tests, c'est des tests cliniques, donc c'est complètement le contexte médical. Euh, alors, oui, je peux dire qu'à ce sujet-là, par contre, il y a eu beaucoup moins de réactions, mais cette non-réaction me semblait relever, enfin, révéler un certain scepticisme. Pourtant, on leur a expliqué, on leur a rappelé ce dont il s'agit, notamment à travers l'exemple des challenges vaccinaux, pour le rappeler rapidement. Dans le cadre notamment de la pandémie de Covid, dans différents pays anglo-saxons, il faut dire les choses comme ça, c'est comme ça, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il y avait des volontaires qui se sont d'ailleurs organisés en association. Ils ont créé des associations ad hoc. Je fais un petit peu de promotion. Il y en a une qui s'appelle One Day Sooner, qui existe toujours, qui est toujours active. Donc le nom dit quelque chose, hein, un jour plus tôt, qui propose donc qui propose au corps médical, qui propose aux labos qui effectuent, qui réalisent les essais cliniques que au moment où on arrive en phase 3 des essais cliniques, c'est-à-dire au moment où on vérifie que une substance est vraiment efficace. Pour rappeler rapidement, hein, test clinique donc, de phase 1, on vérifie la non-nocivité, on vérifie que ce n'est pas finalement un poison, donc ça renvoie à l'exemple malheureux que je citais précédemment, hein. Bon, la plupart du temps, il y a juste des effets secondaires. On suit de très près les volontaires et dès qu'il y a la moindre alerte, on arrête tout et on vérifie qu'est-ce qui cloche. Donc, c'est ça en gros en phase 1. En phase 2, on fait des tests sur de toutes petites cohortes, donc 1, 2, 3, 4, 5 patients qui sont en général, alors enfin, ça dépend des traitements, pas pour les vaccins, mais pour les traitements plus lourds, ça peut être des patients pour lesquels il n'y a pas d'autre alternative thérapeutique. C'est-à-dire, ils sont en fin de soins, l'étape suivante, c'est les soins palliatifs, quoi. Et donc, on leur dit, écoutez, voilà, il y a telle nouvelle possibilité qui est complètement émergente. Pour l'instant, ça n'a pas été testé du tout. Vous serez le patient un ou 2 ou 3 ou 4 si vous acceptez. Et donc, il y a régulièrement des personnes qui acceptent ce type de situation. Donc là, on est en phase 2, on vérifie l'efficacité à très petite échelle. Et puis une fois qu'on a vérifié tout ça, alors on passe à une échelle supérieure. Et là, ça dépend. Là aussi, on peut soit le faire sur des malades, soit éventuellement, quand c'est le cas d'un vaccin, eh bien, on peut le faire sur des non-malades. Mais pour des vaccins, on va se contenter normalement, enfin habituellement, de vacciner, c'est-à-dire d'inoculer, d'injecter la dose. Et puis, on attend. Habituellement, on attend de voir si parmi les personnes qu'on a vaccinées, il y en a qui tombent malades, c'est-à-dire qui se retrouvent avec le virus contre lequel on essaie de lutter. Et à ce moment-là seulement, on peut vérifier si le vaccin est efficace ou pas, ou à quel point. Évidemment, c'est d'une efficacité toute relative, parce que statistiquement, théoriquement, on inocule 100 personnes, on peut avoir zéro personne qui va attraper le virus en question, et donc ne pas du tout pouvoir vérifier avec sa cohorte si le vaccin est efficace ou pas. C'est là où interviennent des associations comme One Day Sooner, avec des volontaires qui disent,
écoutez, voilà, nous sommes des personnes en bonne santé. Nous estimons, d'après toutes les informations médicales qu'on a, que quand même le risque que ce virus nous cause des dommages importants est très très faible. Dans le cadre du Covid, on savait que le Covid était très agressif, surtout pour les personnes âgées, à partir de 60 ans et au-delà. Il y a des volontaires qui se présentaient, qui étaient des jeunes gens, dont on savait que les risques étaient très faibles. Et donc, par exemple, en Grande-Bretagne, eh bien, il a été possible de non seulement vacciner ces personnes-là en nombre important, mais en plus de ça, dans la foulée, de leur inoculer le virus. Et donc, comme ça, on a pu vérifier tout de suite l'efficacité du vaccin. Donc, c'était une manière d'accélérer la recherche de manière importante. La France et l'Allemagne, pour parler des cas que je connais, d'emblée, on dit non. Il n'a pas été question une seule seconde, il n'y a pas eu de débat public, ça a été décidé au niveau des instances nationales, au niveau du CCNE et du gouvernement, qu'on ne procéderait pas à des challenges vaccinaux, donc ni en France ni en Allemagne. Personne ne nous a posé la question de savoir si on serait d'accord ou pas d'accord au niveau des, enfin, si les citoyens, s'il y avait des citoyens qui seraient d'accord ou pas. Donc, bah, évidemment, on a fait valoir qu'on trouvait que c'était complètement antidémocratique, particulièrement paternaliste, et que c'était se tirer une balle dans le pied, puisqu'il y a des gens, en France aussi, en Allemagne certainement, qui auraient été volontaires pour voilà, suivre l'exemple anglo-saxon. Et ça amène à se poser des questions. Pourquoi est-ce que en France, pourquoi est-ce qu'en Allemagne, on a cette attitude figée là, là où les Britanniques ou les Américains sont plus ouverts? Donc voilà, on a mis vraiment un coup d'éclairage assez fort sur cet aspect-là. Rien ne permet de me dire que nous avons été, comment dire, qu'on serait suivi ou qu'on aurait fait évoluer l'attitude de nos interlocuteurs sur cette question. Nous verrons bien. Voilà. Je ne sais pas si ça te paraît clair comme Ouais, point. ouais, moi, ça me paraît clair. Et puis ça renvoie à une réflexion que j'ai souvent par rapport au transhumanisme. Alors peut-être qu'il y a ce côté anglo-saxon, il y a peut-être un lien d'ailleurs, mais moi, il me semble que dans cette idée générale de transhumanisme, et en particulier sur ces questions-ci, euh, ça peut poser problème parce que c'est peut-être une question de rapport au pouvoir et au savoir, comme s'il y avait une institutionnalisation ou une confiscation presque même, avec de bonnes raisons paternalistes hein, de protection, mais dont on voit les limites. Hein. Et là, le transhumanisme permet, je pense, de mettre une sorte de distance à la fois physique hein, et symbolique par rapport au corps médical, aux institutions médicales. Et je comprends que ça puisse faire grincer des dents, parce que pour le coup, c'est une vraie révolution, si on peut dire. Et dans le transhumanisme, bah, il y a aussi cette culture un petit peu du biohacking et du do-it-yourself. Donc c'est vachement intéressant. Donc, ouais, ouais, ouais. Et puis on voit peut-être un différentiel, un gradient de mutation sociétale en fonction peut-être de la culture des sociétés. Alors, des cultures plus libérales, comme les anglo-saxonnes, ils vont plus vite que les vieilles cultures plus centralisées ou étatiques comme nous, avec du pour et du contre. Mais enfin, moi, j'imagine surtout du contre aujourd'hui. Là, on voit tu donnes des exemples qui sont très éloquents, quoi. Oui, bon, oui, pour aller dans ton sens, hein, l'idée des challenges vaccinaux fait porter davantage une part de la responsabilité sur les individus. Il y a des personnes qui choisissent de courir un risque, alors que dans le modèle ici français ou allemand, eh bien, on considère que cette prise de risque, elle peut être prise ou pas prise, plutôt par le collectif et, comme tu l'as bien dit, d'ailleurs, plus particulièrement au niveau de l'État. J'ai en disant ça en arrière-fond que voilà, nous avons discuté l'année passée avec nos amis africains et je me disais que eux seraient peut-être amenés à réfléchir davantage en termes de responsabilité portée par la famille, le village, la tribu ou le clan, la tribu, etc. En excluant peut-être aussi bien l'individu que l'État. Ce serait ni l'un ni l'autre de ces deux pôles qui serait le bon niveau de responsabilité de leur
point de vue. Mais dans nos sociétés occidentales à nous, ça se joue encore voilà, entre ces deux pôles-là. Ça dit quelque chose. Hmm. Ok, ok. Et, alors, d'autres, il y avait trois points, tu disais, là, c'est deux points différents, tu en as dit qu'un, là. Oui, donc, oui, c'est ça. Alors, ça, on les a présentés de manière séparée. Bon, le troisième point sur lequel on a insisté, qui n'est plus euh, enfin, à l'ordre du jour des États généraux de la bioéthique actuelle, c'est la question de l'euthanasie. Elle n'est plus à l'ordre du jour parce qu'évidemment, là, pour le coup, elle est actuellement encore dans les mains du Parlement qui est en train de finaliser le vote de la loi. Mais nous avons tenu à revenir sur cette question-là pour rappeler une interprétation qui n'est pas que celle des transhumanistes, mais qui fait partie de celle des transhumanistes. Parce que, bon, ben voilà, si on a suivi ces débats, on sait que la loi qui est en train d'être votée va permettre un accompagnement vers la fin de vie, peut-être prendre une forme de suicide assisté, mais seulement pour des catégories de personnes bien délimitées, à savoir des personnes vraiment en situation de maladies incurables, souffrantes considérablement. En fait, ça va s'adresser à un nombre de personnes assez restreinte. D'un côté, on ne remet pas en cause du tout les principes de vérification, revérification, re-revérification du souhait de la personne. Toutes ces précautions nous paraissent absolument indispensables. Par contre, ce qui nous paraît tout à fait discutable, c'est de sortir du champ des personnes éligibles euh, toute personne qui en fait exprime à titre individuel que c'est bon, quoi. Elle pense à l'avoir fait le tour de la question et que pour des raisons qui la regardent, elle décide de tirer sa révérence. Parce que, une fois de plus, ça revient un petit peu à la même chose, hein. C'est la collectivité au niveau étatique qui estime qu'elle est la seule à être en mesure d'évaluer la souffrance psychologique d'une personne ou le désespoir d'une personne. Enfin, désespoir et souffrance ne sont pas si éloignés. Le désespoir est une forme de souffrance, mais on peut parler que de l'aspect seulement psychologique. Et ce qu'on leur a également rappelé, c'est que, du coup, ça laisse dans une situation abominable, juste abominable, toutes les personnes qui vont vraiment passer à l'acte. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à mettre fin à leur vie, simplement cette fois dans le cadre que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui habituellement, c'est-à-dire sans aucun accompagnement. Donc, tu te retrouves sur le bord de la voie ferrée et tu te poses la question, est-ce que le train va vraiment te déchiqueter suffisamment ou tu vas avoir un manque de bol et finalement il va juste te cisailler les jambes ou va savoir quoi, ou tu te jettes du quatrième ou du cinquième étage et puis tu vas te rater ou pas. Euh, et toutes les jours, enfin les minutes, les heures, les jours, les semaines qui précèdent tout ça, là, tout d'un coup, la collectivité en a rien à fiche. Moi, je trouve ça horrible. Et je constate que dans le cadre institutionnel, quasiment rien n'est dit à ce sujet. Donc, encore une fois, évidemment, il y a d'autres organisations, d'autres associations, regroupements, etc., que l'Association française transhumaniste qui aborde ces questions. Mais dans notre logique de libre disposition de soi, eh bien, voilà, nous avons demandé à ce qu'on réfléchisse aussi à ces autres manières d'aller vers une fin de vie. Donc, en Hmm. demandant à ce que cette question Mais, soit réouverte. Hmm. ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, je me disais que sur cette question, ça, c'est quand même, c'est un débat qui est encore vif, hein, qui est passionné, puisque forcément, ça, c'est très, très affectif. Il y a une charge affective qui est énorme, puisque ça concerne quand même la mort, qui est quelque chose d'extrêmement, et naturellement, hein.
prégnant, terrible, engageant pour tout un chacun. J'entendais récemment Welbeck là qui disait bah non, l'euthanasie c'est un vieux truc. La question du futur, la question de maintenant, c'est le soin palliatif. Moi, je ne suis pas tellement d'accord dans le sens où effectivement le soin palliatif, évidemment, pour ceux qui le souhaitent, comme on a dit, mais l'euthanasie, pour le coup, pure et dure, elle continuera à se poser pour toutes les personnes qui sont plus en état, par exemple, de soit de le demander, soit de le faire, soit d'exprimer une volonté. Quand bien même on aurait d'ailleurs une loi de suicide assisté ou de suicide facilité, ça serait pour des personnes qui pourraient l'exprimer. Celles qui peuvent plus, là, on a un vrai problème qui continuera à se poser, c'est-à-dire est-ce que les soignants laissent la personne agoniser en essayant de soulager les souffrances. Et est-ce qu'on, justement, la famille aide ou le clan, ou est-ce qu'ils ont quelque chose à dire? Est-ce qu'ils peuvent prendre sur eux, par exemple, d'abréger l'agonie? Souvent, c'est une question de quelques jours ou quelques semaines, hein. Donc, on Mm. entend des arguments sur l'argent, on va économiser de l'argent sur le dos des gens et tout. Alors, des gens qui seraient très convaincus, dont on sait, par exemple, qu'ils sont hyper sur cette logique-là, pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand il n'est plus question que de quelques jours à agoniser, bon, on peut, toutes ces questions-là sont quand même pas réglées. Donc l'euthanasie restera, je pense, tout le temps. Mais la question du futur, c'est bel et bien, comme tu l'as dit, je pense, la question du suicide assisté ou du suicide facilité. Parce que, mais ça, déjà, en 79, je crois, il y a Michel Foucault qui a écrit un texte assez intéressant qui s'appelle Un plaisir si simple. Et il rappelait ce que tu disais, c'est-à-dire toute la mesquinerie qu'on fait autour du suicide. Et donc, on doit aller se jeter d'un pont, et c'est hyper sordide, il faut acheter une corde, on la met mal, on se retrouve moitié, etc. Et il imaginait justement des espèces d'hôtels à suicide où on irait, on inviterait ses amis, on pourrait y rester une semaine, un mois, malade ou pas d'ailleurs, on pourrait partir, on pourrait décider que oui, c'est maintenant, et on aurait des conditions en fait tout à fait joyeuses, enfin ou plus joyeuses. Je pense qu'il y a un vrai travail de culture, ouais, de culture carrément à développer. Je pense qu'on a notre mot à dire là-dessus. À plus forte raison, nous, puisqu'on vise, et c'est pas simplement rhétorique, hein, c'est aussi un peu une vraie visée, on vise la mortalité ou l'inversion du vieillissement. Donc à partir du moment où on peut inverser le vieillissement, bah alors arrêtez de prendre ces traitements. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que du coup ce serait autorisé ou pas? Et d'ailleurs, si ça l'est pas, eh ben, on est condamné à rester jeune et à pas mourir. Du coup, ça devient d'autant plus important peut-être de se poser cette question de la fin de vie voulue sans être malade, sans être vieux, quoi. Donc, est-ce que tu as évoqué cette question là spécifiquement avec cet angle transhumaniste très prospectif ou pas forcément? Alors, la réponse est non, pas devant le CCNE. On a développé cette réflexion-là dans d'autres contextes. On a écrit des articles hein, sur le site de l'association, on trouve ces idées. Mais cette fois-ci, devant le CCNE, autant que je me souvienne, je pense qu'on n'a pas poussé le bouchon jusque-là. On n'a pas voulu trop les effrayer. Donc, mais tu as complètement raison, bien sûr que c'est d'autant plus évident en tant que transhumaniste que de dire, voilà, si on doit vivre, je sais pas, pouvoir vivre 500 ans ou 1000 ans, il faut à tout prix pouvoir dire, oh, ça va, quoi, c'est bon, là, j'ai appris 25 langues, j'ai fait 15 fois le tour de la planète, dans tous les sens, je sais pas quoi, j'ai fait 15 métiers différents dans ma vie, tout ça, et là, non, c'est bon, quoi. J'ai épuisé mon stock d'envie, je me suis shooté à toutes les substances possibles pour continuer à avoir envie, ben non, j'ai plus envie. Alors, on fait fichez-moi la paix. Donc voilà, pour nous, c'est une nécessité indispensable, oui. Bon, avec aussi un petit bémol qui reste important, mais alors ça demande à être réfléchi pour savoir comment ça peut être accompagné. On sait de nos jours, parce qu'on a des chiffres, que sur 100 personnes qui font une tentative de suicide, non, je vais dire autre chose. Sur 100 personnes qui font une tentative de suicide et qui se ratent, 90%, paraît-il, hein, c'est les chiffres que j'ai vus passer, ne recommencent pas. Donc ça dit quand même quelque chose. C'est clair que si on mettait à disposition des systèmes de fin de vie ou de suicide dans lesquels la probabilité de réussite était de 100%,
Ce serait un petit peu dommage peut-être pour ces 90-là qui, en fait, mais ça dit d'autres choses, disons. Par exemple, ça dit qu'il y a une expérience à vivre là. On n'est pas le Hmm. même quand on s'est confronté de très, très, très près à la mort qu'avant qu'on l'ait fait, même du fond de son désespoir. Alors ça demande sans doute un certain type d'accompagnement différent. Et je ne vais pas m'avancer du tout pour proposer quoi que ce soit. Il y a une interrogation. Mais Hmm. ça ne fait pas disparaître le reste de la question. Non, ça ne la fait pas disparaître, ça la complexifie un peu certainement. Ça demande de la créativité, et d'autant plus pour nous transhumanistes, hein, puisqu'on peut imaginer des modes simulés peut-être d'expérience qui touchent à la mort ou avec des psychédéliques ou des choses comme ça. Mais effectivement, si on ne retente pas de se suicider avec une espérance de vie de 2 semaines ou de 5 jours, bon, là, dans ces cas-là, bon, c'est peut-être pas. Voilà, ça dépend vraiment peut-être aussi des cas, Oui. Tout à fait. Il effectivement. faudrait, par exemple, tu vois, je n'ai pas le détail de cette information-là. Parmi les 90% qui ne recommencent pas, est-ce que la plupart, c'est juste de la souffrance psychologique ou est-ce que ça inclut la souffrance physique aiguë? Je ne sais pas. Bon, là, il y a tout un travail à faire. Donc voilà, ça c'était le troisième des points pour lesquels nous avons demandé, proposé que les débats soient réouverts. Et puis ensuite, donc, on a répondu de manière plus directe au thème qui avait été mis en avant par le CCNE lui-même. Donc, Bah ouais, ok, si tu veux, parce que là, on arrive bientôt à 1 heure d'entretien. Tu peux peut-être prendre encore 10 minutes, un quart d'heure, peut-être pour brosser un petit peu ces points là qu'ils avaient mis en avant et comment on a apporté des choses spécifiquement en tant qu'AFT. ouais, si on veut faire plus court, parce qu'en effet, hein, j'ai sans doute, comme d'habitude, été un peu long sur ces trois points, sur cette première partie, je vais les rappeler rapidement. Donc, d'abord, on a rappelé et insisté sur nos positions concernant les possibilités de recherche sur les cellules souches et sur l'embryon en disant principalement de deux choses, quoi. D'une part, que euh, il existe des organisations qui passent leur temps à essayer d'empêcher ce type de recherche. Essentiellement, en fait, il s'agit d'une organisation en France, pour être très clair, c'est la Fondation Le Jeune, qui ne cesse de déposer des recours chaque fois qu'ils sont au courant que donc une équipe de recherche veut lancer des travaux sur ces sujets. Et ils ont des batteries d'avocats et ils arrivent régulièrement à bloquer ces projets de recherche à un taux d'à peu près 10%. Il y a à peu près 10% des recherches qui sont demandées par des labos qui sont bloquées et finalement refusées. Alors, le fait est qu'il y a une loi et donc ils vont chercher la petite bête et comment dire, leur argument à eux, c'est de dire que ils font juste respecter la loi. Donc, c'est un aspect positif, si tu veux. Il y a une loi, il faut la respecter. Donc, ils aident à ce que la loi soit bien respectée. Ils aident à ce que la recherche soit mieux faite, puisqu'elle doit respecter absolument la loi. Mais d'un autre côté, ça impose aux équipes de recherche presque de passer plus de temps à vérifier qu'ils sont dans tous les clous du point de vue administratif, plutôt que de passer du temps sur leur paillasse à faire avancer leurs travaux, quoi. Et évidemment, les chercheurs en question, c'est pas des juristes. Donc, ils essaient, ils ont été obligés année après année de devenir en partie des juristes pour éviter de se faire casser sans arrêt. Mais du point de vue de la recherche, eux-mêmes sont les premiers. Il y a des articles dans la presse régulièrement de la part de scientifiques qui se plaignent de cette situation. Donc, on a rappelé ça et en contrepoint, eh bien, on a avancé quelques idées sur ce qui pourrait être mis en place pour davantage protéger la recherche ou faire en sorte que les possibilités de recours, c'est normal qu'il y ait des possibilités de recours, hein, alors là,
d'un point de vue, enfin, je veux dire, la démocratie doit s'appliquer, la loi doit s'appliquer, mais que peut-être les choses ne soient pas si systématiques. Donc, par exemple, qu'on ne puisse pas balancer des séries de recours les unes derrière les autres juste pour faire du volume administratif, qu'on ne puisse pas revenir à la charge 3 mois après, après s'être fait débouter une première fois, de pouvoir y revenir tout de suite après. Que éventuellement, eh bien, il soit plus revu des lignes de recherche pour aider les scientifiques à présenter des projets qui rentrent bien, qui cochent bien toutes les cases de la législation, de manière à éviter ce type de bâton qu'on leur met dans les roues, etc. Il y a tout un ensemble de mesures qui peuvent être pensées pour améliorer le cadre de la recherche de ce point de vue. Parce que de notre point de vue à nous, évidemment, il n'y a aucune raison de ne pas faire de recherche sur les cellules souches et même sur l'embryon, au moins jusqu'à l'étape à partir de laquelle on peut considérer qu'il y a quelque chose comme un cerveau. Avant ça, il ne peut pas y avoir de souffrance. Et c'est un point de vue essentiellement religieux qui leur fait dire que à partir du moment où il y a embryon, mais embryon vraiment au stade élémentaire, à partir du moment où il y a fécondation, de leur point de vue, il n'y a personne. Et donc, bon, on connaît bien cette position, hein, la destruction déjà, donc l'avortement, tout ça, pour eux, c'est un crime. Et alors, faire de la recherche sur des embryons, jeter des embryons après avoir fait de la recherche dessus, tout ça, pour eux, c'est abominable. De notre point de vue, et du point de vue de beaucoup de gens quand même, et même la majorité en France, ça n'est pas un problème. Mais le problème, c'est eux et leurs actions, leur guérilla judiciaire permanente, donc le problème. Donc voilà un des aspects qu'on a mis en avant. Bon, on a rappelé rapidement nos positions en général sur la PMA et même la GPA. Bon, pour rappeler que nous sommes favorables dans la mesure, pour ce qui est notamment de la GPA, où tout ce qui relève du don reste gratuit. Nous considérons que la marchandisation du vivant euh, poserait des problèmes tout à fait graves et tout en étant complètement transhumaniste, nous ne sommes pas favorables à ces aspects-là. Et puis, l'autre point de cet ordre, assez technique, hein, sur lequel on a insisté, cette fois-ci, on a peut-être un peu plus d'espoir que les choses bougent, c'est tout ce qui relève du séquençage de l'ADN. Là, on peut rapidement rappeler que jusqu'à aujourd'hui, en France, le séquençage d'ADN ne peut être pratiqué que dans deux et deux seuls cas, à savoir le cadre médical et le cadre juridique et policier, c'est-à-dire pour des enquêtes, et que, au contraire, tout ce qui relève du privé est interdit avec même une loi qui condamne et une amende qui est prévue, assez lourde, de plusieurs milliers d'euros, au cas où une personne se ferait séquencer. Mais ayant dit cela, on a rappelé également que cette situation est complètement contradictoire avec la pratique réelle, puisqu'il est attesté qu'aujourd'hui, on est arrivé à entre 1,5 million à 2 millions de Français qui ont procédé à des séquençages d'ADN individuels, donc particuliers, en s'adressant notamment à des entreprises américaines, 23andMe, Heritage, etc. Enfin, euh, Ancestry, enfin bon, il y en a plusieurs, en passant par des canaux latéraux qui, en demandant à un copain qui habite en Belgique, aux Pays-Bas, parce que là c'est permis, enfin, voir des tas de biais. Et puis, la fin de la blague, quoi, c'est que alors que tout le monde sait très bien tout ça, il y a plein d'articles qui le rappellent, eh bien, il n'y a jamais eu personne qui ait été condamné dans ce délit. Donc, on est dans une situation ouais, un peu schizophrénique, quoi. Oui, le comble de la schizophrène ces derniers temps, ça a été le cas récent où la justice française est allée se servir des bases des entreprises américaines pour récupérer des données ADN pour arriver à résoudre des cold cases, hein, des cas juridiques non élucidés. Donc, ils sont eux-mêmes allés utiliser quelque chose qui est interdit par la justice française. Formidable. Ouais. On a un sacré niveau d'hypocrisie, là, c'est drôle.
Alors bon, ça a atteint un tel point que en ce moment, nous savons que d'autres organisations sont en train de faire pression pour que cette situation cesse. Donc, nous espérons que là, pour le coup, la loi va évoluer dans un bon sens, dans ce que nous considérons comme le bon sens. Mais nous avons fait notre petite part du travail en rappelant tous ces aspects et en demandant évidemment que ces interdictions soient levées et qu'en en échange soient mis en place des modes d'accompagnement. Parce que un des aspects à nouveau très paternalistes mis en avant, tu sais, c'est le fait que enfin, on nous dit, ah oui, mais vous allez vous retrouver tout seul face à vos résultats d'analyse d'ADN et vous n'allez pas savoir qu'en faire. Et vous allez faire comme Angelina Jolie, là, qui s'était fait faire une double mastectomie simplement parce qu'on lui avait dit que quand même elle avait un fort pourcentage de développer des cancers des seins et même de l'utérus. Bon, il faut dire qu'elle avait deux ou trois personnes dans sa famille proche qui étaient concernées. Donc le corps médical et l'État français, pour l'instant, nous dit, ah non, non, il ne faut pas vous donner vos informations sur vous-même parce que vous n'allez pas être capable de les interpréter, de les gérer comme il faut. Et ouais, il y a peut-être un aspect financier caché derrière. Il n'est pas question de mettre en place des procédures d'accompagnement pour que ceci soit possible. Alors évidemment, derrière, il y a des questions de sous. Mais moi, ce que je constate, c'est que cette question de sous, c'est pas ça qui est mis en avant. On nous met en avant une certaine morale au lieu de nous dire véritablement qu'est-ce qui pourrait poser problème. Donc, évidemment, Hmm. l'AFT a pointé ces aspects-là. Voilà, puis oui, le dernier point dont on a parlé, ben, c'était la question du traitement des données de santé. Bon, ben, en rappelant ce qu'on a dit par ailleurs, à savoir que nous, il nous semble que il devrait être très bénéfique qu'un nombre bien plus important de données de santé soient partagées et mises à la disposition de la recherche. Alors, évidemment, pas mises à la disposition des assureurs ou ce genre de choses, ou des publicistes, et puis que ce soit fait en développant des solutions d'anonymisation ou de pseudonymisation, de manière à ce que ce soit les données qui soient utilisées et pas donc les retours sur les individus, pas les individus. Euh, donc voilà, on a détaillé un petit peu ces différentes possibilités. Là aussi, bon, nous pensons que l'air du temps souffle plutôt dans cette direction-là. Donc on peut peut-être avoir quelques espoirs. Mais bon, on a essayé de donner quelques pistes précises, voilà, pour leur donner du grain à moudre et que peut-être ça remonte aussi jusqu'au Parlement. Voilà, je pense les points principaux qu'on a traités. Je sais pas, toi, dans tout ça, qu'est-ce qui te semble devoir être développé? Qu'est-ce qui te paraît le plus intéressant, le plus important? Non, je crois que ça va hein, par rapport à tout ce que tu as dit. Ça me semble assez clair. Euh, c'est vrai que le vent souffle dans cette direction et à plus forte raison aux États-Unis, en Chine, en Russie. Donc c'est vrai que ça paraît difficile de bloquer ou de. C'est vrai que ça, c'est un mauvais argument aussi de dire les autres le font, il faut le faire aussi, mais quand c'est positif et que ça va dans le bon sens, c'est dommage effectivement d'être comme ça, hyper à la traîne. Surtout quand c'est hypocrite en plus. Là, tu as souligné des cas où c'était quand même très hypocrite parce qu'on va aller chercher après du coup. Et j'imagine que dans le futur, si on en avait besoin, on pourra aller les chercher en les payant parce qu'on les aurait interdits ici, quoi. Donc ça serait doublement problématique et scandaleux. Donc il y a un aspect d'imaginaire, effectivement, et de culture et il me semble que c'est vrai du coup, nous, en tant qu'association, on a aussi toute notre place, puisqu'on travaille aussi à ce niveau-là, quoi. Un niveau, moi, qui me semble être le niveau le plus architectonique hein, des sociétés, c'est-à-dire le niveau des imaginaires. Euh, donc voilà, donc ça me paraît très positif. Non, c'était tout. Ouais, ouais, non, Marco, toi, est-ce que tu as des questions ou des remarques?
Des questions pas spécialement, parce que j'ai l'impression que tu as quand même bien euh, enfin, résumé ta propre audition au CCNE. C'était plutôt clair et concis. En tout cas, moi, pour moi, c'était très compréhensible. Je pense que les points qui ont été abordés, justement, ils ont été bien ciblés. Euh, et, et pour le coup, je vois pas vraiment quel autre point aurait pu être évoqué. Parce que là, ils ont. Enfin, je trouve que ça a été le nombre exact en plus parce que il n'y a pas eu trop de thèmes euh, abordés et comme ça on a pu enfin, vous avez pu vous focaliser sur les thèmes vraiment importants. Ouais, je pense que tu as raison, parce qu'en fait, dans ce cadre-là, c'est important, je pense, d'avoir une tactique qui correspond à ce qu'est cette instance et à ce qu'elle vise. Aller faire des grands discours qui, moi, me semblent évidemment hyper importants, hein, mais pas sur la liberté morphologique en général, c'est peut-être pas le lieu. Là, il vaut mieux effectivement taper sur un truc précis, partage des données de santé, challenge vaccinaux, recherche sur les embryons et tout ça, parce que c'est là-dessus qu'il y a une possibilité aussi d'action concrète à moyen terme ou à court terme au niveau législatif. Donc, ouais, comme tu dis, Marco, je trouve ça très pertinent d'avoir concentré sur des points comme ça assez précis finalement. Ouais, l'objectif, hein, in fine, c'est d'essayer d'influencer la loi. Idéalement, il nous faudrait être capable de reformuler ça sous la forme d'articles de loi. On sait que les parlementaires sont très occupés. C'est pour ça qu'ils ont des conseillers parlementaires, par exemple, et qui sont souvent en fait chargés de faire le travail, les petites mains qui rédigent la loi derrière. Ben, si on arrive avec des propositions qui ont déjà la forme d'articles de loi, c'est peut-être ça qui est le plus efficace. C'est peut-être dans cette direction qu'on pourrait essayer de travailler dans les mois qui viennent. Hmm. Ouais, 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 avec toutes les questions de légistique, d'articulation avec les textes déjà là et tout, mais on pourrait être aidé par les grands modèles de langage. J'imagine que d'une certaine mesure, ça pré-mâche le travail. On le dit pas, après on fait vérifier par un juriste, mais ça pré-mâche, ouais. J'avais pas pensé à ça, faire écrire la loi par des LLM.